En off, c'est ton émission dédiée au football transfert, football business, appelle ça comme tu veux. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on va te parler d'anecdotes, de négociations et évidemment de tous les secrets qui font vivre véritablement le football de l'intérieur. Mais juste avant ça, c'est parti pour le meeting avec le premier invité de la saison. Et notre invité aujourd'hui, pour la première, j'ai voulu un invité de choix. Il est exceptionnel, c'est quelqu'un que j'apprécie personnellement, mais en plus de ça, qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Il a vendu pour plus de 1,4 milliard de joueurs lorsqu'il était le patron de l'AS Monaco de 2013 à 2019. Ancien directeur général, vice-président de l'AS Monaco. Il s'est déplacé du côté de Bruxelles depuis un magnifique avion. Bon, ça évidemment, on ne sait pas, on ne rentrera pas dans les détails. Depuis Monaco pour venir nous rendre visite et pour être l'invité de la première en off. Monsieur Vadim Vassiliev est dans la maison. Comment ça va ? Bien, bien. Merci Sacha, merci pour l'invitation. Ravi d'être ici. Je suis très très content de t'accueillir. Tu t'imagines que j'ai toute une série de questions. Je bouillonne, je me dis il faut pas que je t'en parle tout à l'heure en coulisses, il faut pas que je te pose les questions. Vas-y, je suis là. Parce que là forcément il faut que tu nous apprennes. La première des choses, c'est que cette émission elle s'appelle En Off. Alors le off en football c'est quelque chose de très connu, de très réputé. Pour toi, c'est quoi la conception du off ? Si je te dis off the record ou en off, qu'est-ce qui te vient en tête ? Pour moi, un off, c'est plutôt les coulisses de ce milieu du foot. Mm-hmm. Donc tout ce qui se passe dans les coulisses et qui n'est pas peut-être connu au grand public. Oui, c'est clair. C'est ce qu'on va essayer de découvrir avec toi. On va essayer d'apprendre ça. Donc, je le disais, tu as, si on calcule bien, évidemment, on peut parler de toutes les ventes et on va détailler ça, vendu pour 1,4 milliard. Alors, je ne sais pas si c'est en euros ou en dollars, ça c'est à toi de me le dire, de joueurs du côté de l'AS Monaco. Mais comment on arrive à vendre autant de joueurs ? C'est quoi le travail qui nous permet d'arriver à ça ? Parce que c'est exceptionnel quand même comme chiffre. Merci Sacha, mais en vrai, je me pose toujours la question, mais je pense que c'est une combinaison d'effets, donc le travail, le professionnalisme, un peu de chance, un peu du tout, réuni au bon moment, au même endroit, dans une période assez courte de 6 ans. Donc, vraiment un exploit. Donc, je suis fier. Et on va y revenir avec un peu plus de détails un petit peu plus tard dans l'interview avec tous les dossiers que tu as fait. Mais juste avant, évidemment, je veux comprendre d'où tu es arrivé à cette passion du football. Qu'est-ce qui t'a motivé tout simplement à débarquer dans ce monde du football ? Au départ, t'étais pas du sérail, t'étais pas du milieu, toi. Non, du tout. Mais j'étais toujours passionné du foot. Comme des millions des passionnés dans tout le monde. Mais en fait, j'ai travaillé dans la négoce internationale pendant plusieurs années. Donc, j'ai appris les négociations et on a bossé plus que dans les 60 pays du monde. Donc, je connaissais des cultures différentes, des nationalités différentes, des approches différentes. Donc, ça m'a aidé beaucoup aussi dans le foot. Qu'est-ce que tu as justement retiré de plus cher quand tu étais justement en dehors du milieu du football, dans ce travail de la négoce, comme tu dis ? Qu'est-ce que tu as été chercher ? Ouais, parce que honnêtement, chaque pays, la façon dont... Bon, bien sûr, tout le monde est différent, mais il y a quand même, on peut regrouper certaines caractéristiques aux certains gens, aux certains pays. Donc, et cette richesse, donc j'ai appris avant dans la négociation internationale, ça m'a aidé beaucoup. Donc, après la gestion humaine, ça c'est une autre chose. Alors, on l'a dit, tu vis à Monaco, mais tu es russe, évidemment. Tu as démarré cette passion du football par quoi ? Qu'est-ce qui t'a fait, justement, t'a motivé dans le milieu du football, t'a donné envie ? Est-ce que c'est un club ? Est-ce que c'est une rencontre ? Ou est-ce que c'est un match, peut-être ? C'était mon père déjà, il était passionné, donc il était fan de CSKA Moscou. Okay. Donc j'ai hérité sa passion. Okay. Donc on a regardé les matchs ensemble. Donc allé au stade, etc. Ouais, on était allé au stade. Donc et bon, j'ai jamais imaginé que je vais travailler dans le foot, mais quand il y avait une proposition, j'ai tout de suite dit oui.
Oui, c'est ça. C'est à la suite en fait de ta rencontre avec Dimitri Ribolovlev, qui est le propriétaire de l'AS Monaco. Ouais, j'ai déjà travaillé pour lui avant. Après, donc, quand il m'a proposé, c'était en décembre 2012, c'était en Suisse, à Gstaad. J'ai tout de suite dit oui, on n'a même pas négocié les conditions, ça on a fait après. Mais pourquoi tu as décidé de travailler dans le milieu du football? Parce que c'est pas évident, c'est par passion, ça je le comprends. Moi j'étais en recherche d'un nouveau défi dans ma vie, un challenge. Et aussi, je trouvais ça assez passionnant parce que j'ai toujours été passionné et donc ça tombe du ciel, cette proposition. Et donc, honnêtement, j'ai décidé sur spot, tu vois, donc même pas 5 secondes, j'ai tout de suite dit oui. Moi, c'est ça, je me dis, quand on dit oui aussi vite par enthousiasme, après, c'est un peu comme les entrepreneurs, on apprend sur le tard. Ouais. Quand tu es arrivé, que tu as dû comprendre un peu. Ah oui, j'ai eu mal à la tête, honnêtement, les premiers 6 mois, si ce n'était pas plus. J'ai vraiment mal à la tête. Je me suis réveillé 4 heures du matin, 5 heures du matin. Je ne pouvais pas dormir. Il y avait trop de pensées, trop d'informations. Non, c'était vraiment... L'apprentissage, c'était dur. Qu'est-ce qui était le plus compliqué à gérer au début dans la gestion, justement, d'un club de foot? Tu vois, c'est la gestion humaine parce que quand tu es dans la négociation internationale, il y a de quoi vendre, de quoi acheter. Il y a 2 parties, mais ici... Ça prend 3 à faire le tango, donc à danser le tango, voire plus. Hein. C'est 2 clubs, le joueur et l'entourage aussi, donc c'est beaucoup plus difficile. Il a le côté business, il a le côté humain et tout est mélangé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment un travail particulier aussi lié à l'entourage des joueurs. Alors, en plus, aujourd'hui, on peut le dire, tu as évidemment une grande carrière de dirigeant, mais tu es également agent de joueurs. Tu représentes aujourd'hui la société VV Consulting, qui a notamment fait des grands transferts cet été. On en reparlera avec Georges Mikoutadze, avec Hamza Igaman. Maintenant, tu comprends peut-être mieux le rôle qui était celui, quelque part, des gens qui étaient en face de toi quand tu étais dirigeant. Oui, bien sûr. Je ne pensais pas que c'est si compliqué, mais vraiment, hein, donc c'est plus la gestion humaine. Mais oui, je le comprends mieux. Et on l'a dit, tu étais dirigeant de 2013 à 2019. Quel est le deal vraiment qui t'a rendu le plus fier? Tu t'es dit, waouh, là c'est un beau coup. Ouais, je pense déjà le premier transfert, c'était le transfert de Falcao qu'on a pu garder en secret et jusqu'à jour de son arrivée et à conférence de presse. Parce que ça, c'est vraiment... Je suis fier de ça parce que c'était presque impossible. On a créé un groupe très restreint, vraiment 2-3 personnes à l'AS Monaco, 2-3 personnes à Atlético. Donc vraiment pas de fuite. C'est vraiment... En ce monde aujourd'hui... C'est vraiment rarissime et on a fait vraiment un coup médiatique très important. Mais bien évidemment, le deal dont je suis le plus fier, c'est le deal de transfert de Mbappé à PSG, parce que ça, quand même, c'est un record mondial et ça tient jusqu'à aujourd'hui, ce record. Et c'était vraiment, il y avait tellement de pression, tellement de tension, tellement de tout jusqu'à la dernière journée que vraiment j'en suis fier de ça. Mais c'était quitte au double parce que sinon il aurait quitté pour 0. Oui, c'est clair. C'est un gros travail aussi. Il y avait beaucoup d'intermédiaires qui étaient au milieu du dossier, etc. Enfin, tu nous expliqueras, tu nous raconteras un peu plus en détail. Mais tout à l'heure, tu as mentionné quelque chose de très intéressant. Tu as dit, je suis fier parce que c'est pas sorti. C'était pas sorti dans la presse. Aujourd'hui, c'est très très rare de ne plus avoir de fuite. Parfois même les agents en général travaillent avec les journalistes. Je suis le premier à pouvoir en parler. Les dirigeants également, etc. communiquent parfois directement. Je connais par exemple un dirigeant dans un ancien club que tu as dirigé qui directement parle aux journalistes pour donner les informations en exclusivité. C'est compliqué aussi vraiment à garder ce secret. Tu me dis que vous étiez dans un petit comité, mais formellement, est-ce que c'était parce que le transfert était inattendu, que personne ne s'y attendait, qu'on ne pouvait pas penser au fait que ça arrive? C'est grâce à ça que vous avez gardé le secret? C'est vrai aussi, Sacha, que personne n'a pensé que c'est possible, c'est faisable. Mais aussi, on voulait dès le début de garder ça en secret pour faire vraiment
quelque chose d'impressionnant et vraiment. Donc c'est pour ça il y avait un comité mais vraiment très très restreint et on savait s'il y avait une fuite, c'est un de nous, donc c'était inadmissible. Donc. Est-ce qu'il y avait des chances que ça pète, que le deal se break, se casse, si jamais ça sortait? Non, je pense pas. Je pense on aura quand même fait le deal. Ouais. Parce que tu sais, ça c'est des questions aussi qui sont souvent revenues dans des conversations que je peux avoir des acteurs du foot. Ils me disent mais Sacha, tu te rends pas compte, si tu sors l'info, ça peut casser le deal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'un club qui veut vraiment un joueur, si l'info il sort, ils vont pas faire le transfert parce que c'est sorti? Je pense pas, honnêtement, Sacha, je pense pas. Mais c'est vrai que les dirigeants aiment bien maîtriser donc le transfert et quand ça sort, et c'est toujours mieux quand c'est le dirigeant annonce ou il y a une annonce du club que c'est annoncé comme des rumeurs quoi. Donc forcément les dirigeants, certains, au moins certains, sont pas contents. Alors on l'a dit, tu as vendu pour 180 millions d'euros de transfert sur le dossier de Kylian Mbappé, 180 millions d'euros. Et quand on a discuté ensemble, tu m'as dit oui mais sans la clause libératoire, on a vraiment dû négocier. Ouais, c'est vrai, parce que on peut dire Neymar a sorti pour 222 millions, mais c'est juste que c'était la clause libératoire, donc c'était pas une négociation, c'était pas un transfert. Donc le transfert dont le record mondial se tient jusqu'à aujourd'hui, c'est le transfert de Mbappé. Un jour, ça va être battu, c'est la vie. Mais quand même, ça fait 8 ans. Et 8 ans, c'est beaucoup de temps dans le foot. Donc, et oui, c'est une fierté. Hein. Et après coup, tu penses que ce prix-là, il les valait vraiment? Est-ce que Mbappé vaut 180 millions d'euros? Oui, bien sûr. Je suis convaincu. Comment tu fais pour estimer justement le prix d'un joueur quand tu ça, vraiment, ça c'est, ce n'est pas une science exacte. Et vraiment, donc là... je me souviens que quand on avait parlé avec Florentino Pérez, et j'ai parlé avec lui, et c'était, je pense, mois de février, il a montré, le Real Madrid a déjà montré l'intérêt, février-mars, mais toujours avant le match, ce fameux match de Champions League, Manchester City AS Monaco, où il a vraiment brillé. Ça a été le match décisif, quoi. Ouais, je pense, okay. Ouais, je trouve. Et donc, et quand j'ai demandé, je pense que c'était 120, quelque chose comme 5 millions, il a dit, Vadim, c'est pas raisonnable, c'est pas normal. Peut-être on peut payer 70, peut-être 80, mais ça c'est hors de prix. Donc il est jeune, tout ça. Et après il m'a dit, donc si c'était Neymar, j'aurais payé 180 millions. Et je disais tout de suite, Florentine, pour moi, président, pour moi c'est Neymar encore mieux. Donc, comme ça, j'ai établi le prix. Donc il m'a donné l'idée de ce prix-là, inconsciemment. Ouais. Il a dit, si c'était le niveau de Neymar, j'aurais payé. Mais aujourd'hui, c'est un jeune joueur quand même. Il a tout approuvé. Et je disais tout de suite, c'est 180, c'est le prix. Ben voilà, tu vois, t'en rigoles avec le recul. Mais non, mais c'est clair. Et puis, il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est que tu t'es servi en fait de cette négociation, de cet intérêt-là du Real Madrid pour aller un peu titiller le Paris Saint-Germain. Oui, mais c'est vrai qu'il y avait deux clubs et même on a reçu l'offre de Real Madrid. Donc quand tu as deux clubs, c'est pas si compliqué de négocier. Bien sûr, c'est toujours difficile, c'est toujours compliqué, mais quand tu as intérêt de deux clubs, deux forts gros clubs, donc grands clubs, donc ça va. Mais le problème, c'était quand Real Madrid a envoyé l'offre et à la fin, Kylian a décidé de ne pas y aller. Et donc, il n'y avait que PSG qui est resté dans la boucle. Et à partir de là, la négociation est devenue très compliquée. Mais oui, je me doute. Tu as été surpris de voir ce refus de Kylian par rapport aux discussions que tu as vues avec lui? Ouais, j'étais surpris, mais enfin, je comprends parce qu'il voulait y aller par la grande porte. Déjà, il voulait rester en France et tout prouver ici en France. Et il voulait aller à Real Madrid, c'était son rêve, mais à cette époque-là, il avait encore Cristiano Ronaldo, il avait Bale. Donc, normalement, il était censé d'y aller comme remplaçant du premier choix, mais
peut-être pas censés être des titulaires. Donc, et donc, j'ai compris sa décision. Et formellement, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que tu étais en discussion directe avec Nasser Al-Khelaifi pour la négociation, ou alors il y avait par exemple, parce que je sais qu'il y avait des intermédiaires qui étaient impliqués dans ce dossier, je pense que Pini Zahavi était dedans de mémoire, où il y avait des intermédiaires qui n'étaient pas les agents du joueur, que j'avais compris qui avaient été impliqués dans ce dossier. Est-ce que ça passait par eux, ou est-ce que c'était directement toi et Nasser en discussion? Donc il y avait les discussions directes avec Nasser. Mais aussi, il y avait un gros travail fait par le directeur sportif à l'époque, c'est Enrique Antero, qui a négocié, je dirais, 82 tiers ou 3/4. Après, bien sûr, les décisions finales ont été prises par Nasser et voire Emir, je ne sais pas, parce que c'est les montants quand même très importants. Mais surtout de ton côté, c'était toi qui étais du début à la fin. Ouais. C'était différent au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, tu m'as dit d'abord Antero et après Nasser est venu seulement à la fin. Quoi. Nasser, Antero, Nasser, c'était plutôt comme ça. Parce qu'au début, c'était Nasser et puis les négociations, les détails, tout ça, c'était avec Antero. Ouais, c'est clair. Après la décision finale, encore une fois, c'était Nasser. Ouais. Ah oui, forcément. Forcément, mais c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a lancé l'intérêt de PSG. Je me souviens très bien, on a dîné à Monaco, dans un resto, et donc on a discuté de tout ça. C'était un bon repas. C'était un bon repas, et PSG a montré l'intérêt pour Fabinho à cette époque-là. Et on a dit non, parce qu'on voulait garder Fabinho, on ne pouvait pas se permettre de vendre toute l'équipe, sinon on aurait descendu tout de suite la saison prochaine. Et je pense qu'on a gardé au moins 2 joueurs contre, soi-disant, leur souhait. C'était Fabinho et Thomas Lemar à l'époque. Mais comment on fait pour... ça, évidemment, je me mets côté Paris Saint-Germain, mais comment je fais pour recevoir l'argent? Ça, il n'y a pas de problème. Je suis sûr que Monaco a pu le recevoir, il n'y a pas de problème. Mais pour le financer, c'est-à-dire que c'était, je me rappelle, c'était un prêt avec obligation et il y a une partie des fonds qui était envoyée à la fin de la saison parce qu'il fallait se mettre d'accord par rapport au fair play financier. Il fallait justement, je dirais, amortir le dossier, quoi. C'est ça? Parce qu'à cette époque-là, PSG a déjà levé la clause libératoire de Neymar. Donc, et le budget ne permettait pas. Donc, et selon les règles de fair play, c'était pas possible. Donc, c'était grosso modo un moyen de faire le deal juridiquement, légalement, donc selon les règles. Parce que ce que les spécialistes des transferts savent et que les supporters ou les gens qui nous regardent peut-être ne savent pas, c'est que les transferts ne sont pas payés directement. Ça, faut leur expliquer. Il y a ce qu'on appelle des échelonnements. Et si vous n'êtes pas d'accord sur l'échelonnement, le deal, il peut sauter. Le deal peut sauter. Le deal peut sauter facilement. Parce qu'il y a certains clubs qui ont besoin du cash flow, du trésorerie. Mais il y a d'autres qui ont besoin vraiment... pas qu'ils s'en fichent, mais les échanges ne sont pas très importants. C'est plus important de montrer un chiffre de profit, de résultat dans le budget. Donc, et si tu paies un 4 ou 5 fois, ça ne les dérange pas. Donc, mais il y a d'autres où vraiment ils ont dans le dur, ils ont besoin de la trésorerie. Et c'est vraiment, c'est à part. Il y a plusieurs détails dans les négociations, c'est pas que le montant. Mais après, c'est les échéances, c'est la solidarité, c'est toujours... ça arrive à la fin, il y a toujours des négociations dures qui paie ou comment on partage la solidarité, c'est quand même 5%. Donc c'est clair. C'est les montants non négligeables. Et ta force, c'est que tu as réussi tout simplement aussi à créer un tissu de relations qui sont assez importants pour vendre 1,4 milliard d'euros ou de dollars, tu appelles comme tu veux, ou même de livres sterling de joueurs. C'est que quand même, tu as dû avoir de bonnes relations avec les agents et les agents importants, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bien sûr. Par exemple, Jorge Mendes est un agent très important. On remarque qu'il a été impliqué dans beaucoup de dossiers dans lesquels tu as fait des ventes notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, sans lui, par exemple, on peut dire que tu n'aurais pas fait toutes ces ventes-là? Je pense qu'on aurait fait moins. Il faut reconnaître le rôle des grands agents
et dont bien sûr aujourd'hui George Mendes, il est numéro 1. Donc, mais à la fin, il y avait plusieurs transferts qu'on a fait vraiment direct avec les clubs. Les clubs acheteurs, donc, et où les agents n'ont pas été impliqués. Ouais. Mais à ce moment-là, du côté de Monaco, parfois il y a eu des transferts où, moi personnellement, je me suis interrogé sur le prix. Tu vois, je me suis dit comment ça se fait qu'un joueur qui vient du Portugal coûte aussi cher et qui n'est pas nécessairement dans le meilleur, tu vois, pas nécessairement dans son meilleur niveau possible, quoi. Il reste un joueur de milieu de classement portugaise et il est transféré pour plusieurs millions, etc. Est-ce qu'au départ, c'était vraiment dans cette stratégie que tu avais, parce que c'est vous qui l'avez instauré, cette stratégie du trading, du fait de savoir vendre pour plus cher, etc. Vous avez vraiment commencé à votre époque du côté de l'AS Monaco. Est-ce que c'était vraiment parfois du poker? Voilà, il y a une table de poker ici. Est-ce que c'était de la prise de risque? Oui, au début, ce n'était pas la philosophie, tout au début. Mais après, c'est vrai qu'avec les règles de fair play, on a eu certaines frictions avec l'UEFA, on a dû trouver un arrangement. Donc, on a changé vraiment la stratégie. Le président Ribollo a changé la stratégie. Donc, on a mis en place... et donc, ça se fait honnêtement naturellement. Mais sachez, quand tu parles du poker, les négociations, c'est un poker menteur. Donc, je ne joue pas au poker, mais je connais les principes un peu. Donc, et c'est vrai que... tu ne sais pas si ton joueur est le seul sur la liste, si vraiment il n'y a pas un numéro 2, que si tu n'arrives pas à s'accorder sur le prix, demain ils ne vont pas aller chercher le numéro 2 sur la liste. Ou il y a plusieurs éléments que tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas savoir. Donc, et c'est pour ça, d'où beaucoup de pression et beaucoup de tension dans les négociations. Et la patte Vadim, parce que moi j'ai l'impression que tu me parles de négociation, c'est ça. Toi tu viens de là, c'est la patte Vadim, c'est plutôt l'idée dans les négociations. Hein, je parle évidemment de ton rôle de dirigeant, de rester froid, cette froideur aussi. L'émotion dans le football et dans les négociations, on me dit souvent, c'est tueur, ça tue. Ouais. Tu as raison, Sacha, mais c'est très difficile parce que vraiment la pression elle est énorme. Donc le transfert de Mbappé dont on a évoqué tout à l'heure, c'est qui tout double. Imagine, c'était fait dernier jour du mercato. Kylian était déjà avec l'équipe de France. Imagine si le transfert, c'est pas les conséquences pour le club et pour moi personnellement. Soit 180 millions d'euros, soit zéro. Donc c'est vraiment, imagine, c'est les nuits sans sommeil. C'est vraiment les nuits sans sommeil. Et donc tu craques ou tu craques pas. Donc c'est vraiment, c'est dur, c'est usant. Et l'intérêt du Paris Saint-Germain, lui, dans la presse, il a été relativement révélé tôt, ou c'est quand même quelque chose que vous avez réussi à garder? Oui, c'était relevé assez tôt. Je pense que c'était mois de juin, fin juin, qu'on a dîné avec Nasser à Monaco. C'était au mois de juin. Voilà. Ça a accentué la pression. Après, c'est Real Madrid qui a repris vraiment la main. Et si je ne me trompe pas, fin juillet, on était en stage en Suisse. On a reçu l'offre de Real Madrid finalement aux 580 millions. Donc on a demandé. Et là, on a présenté à Kylian et c'est là où il a réfléchi avec ses parents et finalement, il a dit non, je vais aller au PSG. Et c'est le plus difficile dans la période justement de négociation de Kylian, c'est le refus de Kylian de dire non, je ne veux pas aller au Real Madrid à ce moment-là. Ouais. C'était ça le plus difficile à gérer? Oui, honnêtement, c'était difficile parce que avec Real Madrid, c'était presque tout était bouclé, donc les conditions nous convenaient, donc il n'y avait pas une discussion sur le prix. Sur PSG, ils n'ont jamais été d'accord avec le prix de 180 millions. Ils n'ont pas été d'accord sur plusieurs choses, les échéances et tout ça. Et on savait que s'il n'y a qu'un club qui reste, et avec un an de contrat qui reste, donc ça va être dur. Quelle est la plus grande erreur
que tu as fait lorsque tu étais dirigeant de l'AS Monaco? Tu sais, les erreurs nous permettent de grandir, d'avancer. Est-ce que tu te rappelles d'une erreur que tu as faite dans un dossier, dans une histoire que tu peux nous raconter? Ouais, c'est peut-être agir dans la précipitation. Donc, et de ne pas vérifier la mentalité d'un joueur. Donc c'est ces choses-là, parce que par exemple, je me souviens bien, il y avait un transfert, c'était janvier 2013, notre première saison en Ligue 1. Donc avec Falcao, magnifique. Mais on était à la recherche de se renforcer en attaque. Et tout d'un coup, c'était imprévu. Il y a Anji Machalchkala dont prendre la décision de se débarrasser de certains joueurs, pas sportivement, mais juste pour baisser les coûts. Donc, ce n'était pas une décision sportive, parce que déjà, ils ont vendu Willian à Chelsea. Didier Drogba est sorti parce qu'il y avait un salaire trop important pour Anji. C'était une très bonne équipe. Et donc, il y avait une opportunité, et il y avait un certain Lassine Traoré, leur attaquant. Et donc, il nous semblait, on n'a pas vraiment étudié, on n'a vraiment pas scouté le joueur, mais juste sur le fait, sur le peu de temps qu'on a eu, quelques semaines, ça semblait une belle opportunité. Et donc, on n'a pas fait notre homework, tu sais. Donc, c'est arrivé à quel moment du mercato? Ça, c'était à la fin? C'était décembre. Cette opportunité est arrivée en décembre, et là, début janvier, on a déjà signé. Donc, oui, tu as été vite. Ouais. Vous aviez le temps, en fait. Ouais. Non, il fallait se renforcer en janvier. Donc, l'opportunité est arrivée en décembre. Donc, le championnat russe est déjà fini. Ah oui, ok. Tu peux plus envoyer des scouts. Donc, tu peux pas voir. Donc, tu dois te baser sur les vidéos, certaines opinions des gens dans le milieu. Donc, tu dois prendre une décision vite. Donc, on a agi avec précipitation. On t'avait mis la pression à ce moment-là? Est-ce que tu avais ressenti quelqu'un qui te poussait un peu dans le dos en te disant, tiens, ce dossier-là, ce serait bien que tu le termines? Non, c'était juste le fait que... Tu t'es emballé, quoi? Non, c'était parce que Anji Machalchkala, à l'époque, il y avait une grosse équipe. D'accord. Une grosse équipe. Déjà, ça affaiblit par les départs des joueurs dont j'ai mentionné à l'instant. Mais ça restait une grosse équipe. Et donc c'était comme une solde, soi-disant. Donc, ils ont décidé de vendre leurs meilleurs joueurs. Donc, et ça semblait comme une opportunité sur laquelle il faut aller sauter. Donc... Lassina Traoré. Lassina Traoré. C'est vrai que quand il était dans Anji Machalchkala, c'était l'époque avec Samuel Eto'o, Mbark Boussoufa, il y avait Mehdi Carcella également dans cette équipe. C'était une grosse équipe. Ils ont vraiment... c'était une équipe qui venait du Daghestan de mémoire, avec des salaires absolument incroyables. C'est le début vraiment des salaires qui n'ont aucun sens. Avec Samuel Eto'o, 20 millions d'euros par an, etc. C'est là où vraiment le football a commencé à partir un peu en vrille. Et oui, mais à ce moment-là, c'était devenu un peu... on va dire c'était un peu la kermesse, quoi. C'était un peu le club un peu folklorique qui arrivait, qui mettait des prix incroyables. Aujourd'hui, quand on voit la façon et la montée des prix et des salaires, notamment en Angleterre, on le sait, ça a toujours été le cas, mais en Arabie Saoudite, aujourd'hui, il y a une kermesse entière, quoi. C'est le championnat, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, les 20 millions dont tu parles, c'est... En Arabie Saoudite, on a les joueurs qui gagnent beaucoup plus. C'est clair, c'est clair. On va passer justement, on va parler de l'Arabie Saoudite dans ton rôle d'agent aujourd'hui pour ta société VV Consulting. Mais juste avant, j'aimerais savoir si tu as d'autres manières, d'autres méthodes de négocier pour signer un joueur, que tu sois un dirigeant ou que tu sois un agent. Quelle est la différence fondamentalement quand tu veux signer un joueur, un, dans ton écurie et deux, dans ton équipe? Je pense que c'est... la méthode, l'intérêt est le même, mais c'est vraiment différent, parce que comme un club, tu peux vraiment mais présenter un projet sportif et un projet financier qui est vraiment en béton. Donc, parce que tu négocies les chiffres. Avec un joueur, tu peux présenter les promesses, parce que
là, c'est plus du concret. Quand tu es dirigeant d'un club, c'est du concret. Tu arrives, tu joues à tel poste, voici l'entraîneur t'apprécie. Donc, tac, 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 c'est ça notre projet, les conditions financières. Donc, c'est du concret. Quand tu es agent, tu ne peux pas présenter un tel projet à un joueur, sauf des rares sauf si tu as un club qui t'appelle et qui dit Vadim, je veux ce joueur-là. Oui. Ça peut arriver, mais en grosso modo, normalement, c'est pas comme ça. Tu présentes ton projet, donc ton passé, qu'est-ce que tu as fait avant, les transferts que tu as fait en agence, les joueurs qui sont là, donc ton carnet d'adresse. Mais c'est différent, oui. Là, je pense que c'est plus un feeling, c'est plus vraiment... Il faut avoir cette chimie entre les deux, entre l'agent ou le représentant, le dirigeant et le joueur. Oui, parce que ça n'a pas été facile pour toi au début, quand tu as dû vraiment comprendre comment fonctionnait le rôle d'agent et le rôle qui était le tien du côté de Monaco, où là, quelque part, c'était un club qui se portait bien, vous aviez un budget chaque année, tu savais un peu fonctionner. La vérité, c'est que aussi la situation du club de Monaco était agréable, donc c'était plus facile dans ce rôle-là. Quand tu es arrivé dans le monde des agents, tu es revenu un peu, c'est comme si tu recommençais toute l'aventure à zéro, quoi. Exact. Tu commences sans bureau, sans assistant. Donc c'était drôle après être un dirigeant, a vécu le rôle de dirigeant, donc quand tu as construit ton équipe et tu pouvais s'appuyer sur ton équipe, de recommencer presque à zéro, oui, avec un carnet d'adresses certes, et avec le capital de savoir-faire et ce que tu as fait, mais vraiment du zéro. Donc, c'est là qu'on se rend compte que la qualité du joueur, ça fait la différence. Oui, bien sûr. Quand tu es un joueur de top niveau, là, c'est facile, honnêtement. C'est pas pour moi, au moins. Quelle est la plus grande erreur que tu as fait depuis que tu as commencé ta carrière d'agent, justement, avec cette société de VV Consulting? Honnêtement, au début, j'ai dû sauter sur toutes les opportunités. Donc, même j'ai senti à un certain moment que les gens autour sont pas fiables. Donc, il ne fallait pas le faire. Donc, parce que ce milieu est vraiment difficile. Et si tu as des gens compliqués autour d'un joueur, ça rend les choses encore plus difficiles, fois 10. Donc, et ça prend tout ton temps, l'énergie, c'est épuisant. Donc, mais bon, c'est apprentissage aussi, hein. Il faut payer pour l'apprentissage. C'est ça, exactement. Et payer, c'est un mot très, très important, parce que moi, personnellement, je te dis les choses comme je les entends. Moi, j'ai entendu que souvent, quand tu as commencé, puisque tu étais un peu naïf et tu avais cette générosité, tu disais, si je paye ce mec-là, il va me ramener le joueur, quoi. C'est pas toujours très, très évident, c'est pas toujours facile, ça se fait pas aussi facilement. Et parfois aussi, tu tombes dans des pièges, parce que tu payes pas la bonne personne, quelque part. C'est ça aussi le problème. C'est vrai aussi qu'avec le vécu que j'ai eu dès que j'ai quitté le club, donc il y avait tout genre de personnes qui se sont présentées avec les projets, les joueurs, donc les merveilles, les futurs Mbappé, les ci, les ça, donc premièrement, au début, c'était difficile de s'orienter. Et donc, forcément, les erreurs. Ouais, des erreurs. Et peut-être aussi... Des déceptions. Des déceptions, j'irais même plus loin, du dégoût. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, moi, je suis dégoûté par ce métier, je vais faire autre chose, je vais recommencer la négoce? Mais honnêtement, j'étais dégoûté aussi. Il y avait certains moments où j'étais dégoûté comme dirigeant. Donc, c'est parce que dans ce monde-là, c'est pour ça qu'on aime aussi, parce qu'il y a trop d'émotions. Donc, quand je travaille dans la négoce internationale ou dans d'autres business, bon, bien sûr, tu es fier de ta réussite ou pas. Donc, mais l'émotion, c'est nulle part. Tu les retrouves nulle part que les émotions que tu as dans le foot. Parce que, encore une fois, trop d'éléments qui sont des grands inconnus que tu ne maîtrises pas. Donc,
Mais c'est pour ça aussi, on adore ce métier, parce que Ouais. les hauts et bas, c'est les émotions très, très, très fortes. Mais des hauts, des bas, les émotions très fortes aussi dues aux résultats, qui ne sont pas nécessairement des résultats positifs. Ça, c'est quand tu es dirigeant. Mais je pensais aussi à peut-être un événement que tu aurais vécu ou quelque chose qui te serait fait de dire « Ok, moi, Vadim, je me suis remis dans ce monde. Après avoir été dirigeant, je suis parti sur un rôle d'agent. En fait, finalement, je pense que ça ne me convient pas parce que ce qui s'est passé là, ça me gêne. » Tu vois ce que je veux dire? Et je vais faire autre chose. Parce qu'il y a des fois où les gens travaillent, avancent et se disent « Non, mais en fait, ce qui s'est passé là, ça m'a un peu traumatisé et j'ai plus envie de le faire. » Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, il y avait certes des déceptions. J'avais un joueur en qui on a vraiment bien insisté dans sa carrière, mais il est tellement stressé de partir de son club qu'il ne peut plus gérer la pression du mercato. Et le moment qu'on a trouvé le club, il a déjà pris la décision d'en charger l'agent. Donc, ce nouveau agent a juste repris la piste qu'on a développée, et vraiment, c'était sur un plateau. Donc, et là, tu te sens ouf. Ouais. Mais bon, après, il faut mettre... j'ai bien compris qu'il faut essayer, tenter au moins de mettre les émotions à côté. C'est difficile, mais sinon, c'est impossible. Donc, si je comprends bien, alors, tu me dis le nom du joueur si tu veux. Maintenant, il y a prescription, donc peut-être que tu peux me le dire. Mais le mec, en gros, de ce que je comprends, tu as trouvé le club, tu as cherché, tu as fait ce travail-là, et à partir du moment où tu as fait tout le travail en amont avec le club et qu'il faut finaliser, il y a un autre agent qui est arrivé derrière, qui t'a subtilisé le joueur, il a fait la signature dans le même club que toi, tu avais trouvé. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, t'as des raisons d'être dégoûté. T'as des raisons d'être dégoûté, je pense. Non, c'est vrai, c'est dingue. Tu veux nous dire le nom ou pas? Non. Non, tu veux pas. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème, Moi, je pose la question. Tu connais, moi, j'aime bien un peu fouiner. C'est intéressant. Justement, il y a des gens aussi en tant qu'agent et justement en tant que dirigeant avec qui tu dois traiter de manière générale, c'est l'entourage. L'entourage sur lequel on peut être très positif et en même temps très négatif. C'est-à-dire que ça dit un peu beaucoup de ce qu'est le joueur, en fait. À partir du moment où on a un entourage positif ou négatif, on sait quel type de joueur on va avoir en face. Toi, comment tu as fait pour gérer, pour dealer, comme on dit en anglais, deal with that? Comment est-ce que tu as fait pour gérer avec ça? Bon, tu as tout dit, Sacha, parce que la vérité, pour moi, c'est jamais ou presque jamais noir ou blanche. Donc, il y a toute la palette entre les deux couleurs. Donc, il y a certains, et tu as raison, il y a l'entourage qui veut vraiment... La réussite de leur garçon, c'est la réussite de toute la famille. Et on peut se comprendre ça, mais certains sont trop durs. Et tout le monde qui est dans ce monde, qui travaille dans ce monde, connaît le paysage où les petits gamins ils jouent, les familles... sont présents et les pères ou les mamans crient sur leurs fils en mettant une pression énorme, même abusent, je dirais abusent leurs enfants parce qu'ils veulent sortir de la misère qui est compréhensible. Donc, mais c'est la façon de faire. Il y a certains les gamins qui sont traumatisés. Mais par contre, honnêtement, il y a aussi des très bons exemples, les familles, les entourages très très propres, qui veulent que du bien à leurs enfants, qui les soutient, qui sont toujours là dans les bons moments, les mauvais moments. Et c'est là où on essaie de vraiment... Parce que c'est toute une palette. On ne peut pas généraliser. On peut pas généraliser. Il y a du tout. Dans ce milieu, il y a du tout. Il y a du tout. Donc, et c'est pour ça, maintenant, au début, j'ai dû prendre des joueurs sans trop vérifier, sans trop penser à ça. Mais maintenant, vraiment, c'est un point clé. L'entourage d'un joueur, c'est un point clé pour moi pour signer un joueur. Ça peut être un joueur moins talentueux, mais avec un entourage sain, vraiment bien, et on le signera. Mais on a même séparé certains joueurs où on a senti où ça ne marchait pas, parce qu'il y a 5 personnes avec des opinions différentes et chacun avec son intérêt. Au final, de toute façon, si ça ne va pas avec l'entourage, tu sais qu'il va te quitter un jour ou l'autre. Oui, un jour ou l'autre, bien sûr. Il va partir, le joueur. Ouais, c'est juste la tentation, Sacha, parce que la tentation de se dire, bon,
on fait le transfert, bon, on attend un peu, Ouais. mais de l'expérience, ça marche jamais. Donc. Mais parfois, c'est un peu exagéré, non? T'as pas l'impression que l'entourage, il pousse pour récupérer de l'argent avant tout, et il y a beaucoup ça dans la Oui, tête. certains, oui. Après, comme je te dis, hein, il y a de tout dans ce milieu. L'entourage qui est vraiment, c'est un moyen de sortir de la situation difficile, et il faut reconnaître que il y a pas mal de gens qui sont qui vivent une vie difficile. Donc, après, heureusement, bon, il y a d'autres où vraiment ils pensent d'abord à la réussite de leur gamin, donc Ouais, d'abord. Donc, tout à fait. ils ne pensent pas à l'argent. Et heureusement, on a des gens comme ça, et des parents comme ça, les entourages comme ça. Ouais, c'est le plus important. Je voulais revenir quelques secondes sur ton départ de l'AS Monaco, parce que j'ai eu beaucoup de messages de supporters. Tu vois, je dis AS Monaco, tu souris. Tu vois, c'est dingue aussi. Hein. Je parle de l'entourage des joueurs, tu as la mine un peu plus fermée. Tac, tout de suite, Monaco, ça te sourit. C'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. C'est clair. C'est des souvenirs. Pourquoi est-ce que tu as quitté l'AS Monaco? C'est quoi la vérité derrière ton départ? Tu peux m'expliquer? La vérité, c'est le président Ribolovlev m'a viré. On a eu une saison très, très difficile. On jouait même le maintien. Donc, bon, pour moi, c'est la conséquence des ventes exceptionnelles qu'on a fait. Parce que même après les ventes exceptionnelles de 2017, on a réussi quand même à finir la saison en deuxième place. Et on a vendu encore les piliers comme Fabinho, Lemar. Et honnêtement, remplacer toute cette équipe de rêve, on a sous-estimé la difficulté de remplacer et de refaire la même histoire. Et quand ça commence à aller mal, ça vraiment, c'est comme un balle de neige, tu vois. Et donc, après, il fallait quelqu'un qui prend la responsabilité, comme c'est moi qui étais vraiment le gérant du club au quotidien. Donc, il fallait que quelqu'un prenne la responsabilité. Donc, c'était moi. Je trouve que c'est normal. C'est comme les entraîneurs. Donc. Mais justement, le fait d'avoir vendu, tu dis, beaucoup trop, on n'a pas réussi à les remplacer. Est-ce que ça aurait pu mieux se passer pour toi, in fine, et tu serais peut-être resté si tu avais eu un peu plus utilisé les datas? Parce qu'aujourd'hui, les datas, c'est quelque chose qui est hyper important dans le football. On voit par exemple, je prends l'exemple en Belgique de l'Union Saint-Gilloise, qui est une équipe qui, grâce à son système de logiciel tout droit venu du propriétaire de Brighton, qui est également un actionnaire de l'Union Saint-Gilloise, que ça fonctionne en fait. Ils arrivent à remplacer des joueurs et ces joueurs-là sont bons en fait, tu vois. Et ils parviennent à chaque fois à, entre guillemets, rempiler avec le même nombre de statistiques, etc. Si par exemple ce modèle-là, tu l'avais adopté, peut-être que les datas t'auraient sauvé. Est-ce que tu penches plutôt en faveur des datas, toi? Oui, je pense que c'est indéniable que le data va jouer un rôle plus important. Et qui sait, moi je pense l'intelligence artificielle sera mieux pour le scouting. Après, il faut attendre, peut-être, j'en sais à combien, 10 ans, 20 ans, voire plus. Mais à un moment donné, ça va remplacer je pense, 80% des décisions seront prises sur ça. Mais aujourd'hui, la data... Après, Sacha, à cette époque-là, on parle d'il y a 8 ans que je quitte... il y a 7-8 ans, donc c'était pas... il y avait du data, mais c'était pas comme aujourd'hui. Donc, et c'est vrai que plus en plus des clubs se mettent sur le data et ça marche plutôt bien. Après, le data ne peut pas te dire quelle est la mentalité du joueur, quel est l'entourage du joueur. Tout ça, c'est quelle est l'ambition du joueur. Ça, il faut vraiment prendre l'information du cercle proche ou des gens qui connaissent le milieu, qui connaissent le joueur, parce que le data peut pas te dire ça. C'est dire aussi la complexité du rôle d'agent, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut savoir t'appuyer sur les bonnes connexions, les bons réseaux, les bons agents. Quand on est dirigeant, il faut savoir avoir aussi cet atout-là. Et dans la foulée, savoir bien utiliser aussi les datas. Donc c'est un bon mix en fait, entre les deux qu'il faut savoir trouver. Et il ne faut pas être trop chaud, pas être trop froid. Exact. Et le data, je pense, va jouer un rôle de plus en plus important, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc c'est la direction, et avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, on voit c'est vraiment la direction.
on va. Donc, et le foot n'est pas une exception. Donc, non, c'est clair. Tu aurais utilisé plus de data analyst à l'époque. J'aurais dû utiliser plus de data analyst. Mais bon, avec du recul, c'est facile de le dire. Non, c'est clair. Je voulais aborder évidemment tes grandes réussites cet été parce que c'est des moments très importants et puis on a envie aussi de vivre un petit peu dans les coulisses des transferts. Le premier, c'est celui de Georges Mikutadze. Pourquoi ? Parce que Georges Mikutadze, ça a un petit peu fait toute l'actualité des transferts cet été. Au départ, on parlait de lui en Angleterre, après on a parlé de lui en France, après on a reparlé de lui en Allemagne et finalement, il a rebondi en Espagne, du côté de la Villarreal. Alors il y a quelque chose qui vraiment m'a touché, moi, évidemment, c'est ses larmes en voiture quand il doit quitter l'académie de Lyon. Il n'avait pas, en tout cas moi, je n'ai pas l'impression qu'il avait envie de quitter Lyon. Et puis finalement, il y a été. C'est un dossier où là, tu vois, on parlait tout à l'heure de la gestion émotionnelle, la raison, etc. Là, c'est compliqué aussi à gérer. Tu dois utiliser d'autres armes pour pouvoir, entre guillemets, gérer bien en tant qu'agent ce dossier. Comment tu as fait ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? C'est vrai que c'était jamais l'intention de Georges de quitter Olympique Lyonnais. C'est le club de son cœur. Donc, et avec le départ de Lacazette, il était censé il est devenu numéro 1 en attaque. Donc, non, c'est pour ça, vraiment, il était dans l'esprit de faire une saison de plus, en plus, au moins une saison en plus, et quitter le club par la grande porte. Après, c'est vrai que comme agent, j'étais obligé, et avec mes collègues, donc, de regarder toutes les options, d'être prêt pour toutes les options. On a eu certaines sollicitations et certaines offres d'autres pays. Donc, Georges n'était pas chaud. Villarreal, et au détriment de ce que j'ai pu voir dans certains commentaires, il est arrivé assez tôt. Donc, c'est le club qui je connais très bien. Donc, déjà depuis l'AS Monaco, après on a fait Serge Aurier avec eux. Donc, ça veut dire que l'intérêt de Villarreal était là assez tôt dans le mercato. Oui, si tôt dans le mercato, mais après ils voulaient jamais dépenser autant d'argent. Donc à un moment donné, ils ont dit non, on passe à autre chose parce que les chiffres, donc ils voulaient pas mettre au début plus de 15 voire 20 millions, donc c'était impossible. Donc je disais, c'est à ce prix-là, à ce budget-là, ça va être impossible. Donc c'est comme ça, Villarreal se planchait sur les autres joueurs, donc autres cibles. Donc bon, c'était pas vraiment une discussion c'était compliqué pour eux parce qu'économiquement ils savaient pas le faire. Économiquement, ça n'a aucun sens, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc et puis et aussi, je dois te dire, Sacha, que Olympique Lyonnais jamais voulait se séparer de Georges parce que il le voyait vraiment comme attaquant, numéro 9, numéro 1 dans la hiérarchie sportive. Donc, et c'est à la fin, je pense, la réalité s'installait que le club devait vendre, devait remplir les caisses, soi-disant. Donc, j'en sais rien s'ils ont eu d'autres cibles à vendre. J'ai quelques pensées, mais je ne vais pas le dire parce que je ne suis pas à 100% sûr. Donc, je pense peut-être qu'il y avait d'autres joueurs qui ont réfléchi. Oui, il y avait la possibilité de Malik Fofana qui a décidé ensuite d'aller du côté de rester du côté de Lyon alors qu'il avait des offres d'Everton. Il a dit non, moi je veux rester parce que je veux aller en Ligue des Champions notamment, j'ai envie de rester. Donc c'était des informations que j'avais pu sortir un petit peu avant l'annonce du transfert de Mikou. Donc non, c'était un petit peu, j'ai envie de dire, la seule opportunité pour eux. Mais les deux, comme là, je rebondis sur ce que tu as dit. Malik Fofana voulait jouer la Ligue des Champions. Everton, forcément, ne joue pas. Donc, je ne sais pas d'autres raisons. Je ne suis pas dedans. Mais forcément, là, il y avait deux choses en même temps. Donc, la volonté du club. Et bien évidemment, Georges, si ce n'était pas un projet intéressant, si ce n'était pas un projet qui l'intéressait, il aurait quand même resté. Mais il y avait les deux. Donc, la volonté du club et vraiment, comme il a dit,
le club avant tout. Donc, c'est vraiment chapeau. Hein. C'est pas chaque joueur qui réfléchit comme ça. Parce que encore une fois, c'est le club de son cœur. Donc, mais d'autre côté, vraiment, l'Espagne, c'était son championnat préféré depuis il est petit. Okay. C'est son championnat où il voulait évoquer. Et aussi un club qui joue la Champions League, et aussi un club qui est un tremplin. Parce que ce n'est pas un secret, Villarreal, c'est un club... un très très bon club, très bien structuré, mais qui aussi qui sait vendre ses joueurs, qui ne veut pas retenir un joueur contre son souhait. Donc s'il y a une bonne offre, il va laisser partir. Donc maintenant, Georges, il joue en La Liga, donc d'ailleurs il a marqué contre Real, un beau but. Bon, il joue en Champions League. Aussi avec du succès. Donc, je vois que tu es fier. Hein. T'es fier quand tes joueurs performent. C'est ça. C'est comme tes petits bébés, en fait. C'est tes amis. Quand tu allumes la télé ou tu vas voir un match et tes joueurs sont là sur le terrain, ils sont performants. Ou même le télé, il y a un match, l'autre match. Et tu vois, c'est une fierté. Ouais, c'est une fierté. Il y a moins de pression que quand tu es dirigeant. Parce que le dirigeant, c'est le résultat du match. C'est vraiment... C'est une pression énorme, surtout les dernières minutes souvent, ou les pénaltys, ou je sais pas. Donc tu qualifies, tu t'es qualifié, t'es pas qualifié, tu finis première place, champion, ou deuxième, ou troisième, Ligue des Champions, ou l'Europa League, ou tu passes à côté, donc à travers. Donc et là, c'est une autre pression, bien sûr, mais c'est différent, mais tu peux prendre plus de joie de regarder les matchs. Oui, c'est clair. Et il y a une chose aussi qu'il faut dire dans ce transfert, tu m'excuseras de le révéler, mais je pense que ce n'est pas un secret pour les acteurs du marché, c'est qu'il y a eu, on va dire, une chaise musicale, une opération de chaise musicale qui a libéré non seulement des fonds, mais aussi de la place pour la place de Villarreal, ou plutôt la place de Georges Mikutadze à Villarreal. Le départ de Jérémy Pinault du côté de Crystal Palace a complètement financé ce transfert, en fait. Bien sûr. Sinon, ça n'aurait été pas possible. Oui, c'est ça. Parce qu'en Espagne, les règles sont vraiment très, très strictes. Les règles de fair play... sont très très strictes, donc tu peux pas, même le propriétaire il peut injecter son argent propre, au contraire de la France, où si le propriétaire veut injecter l'argent propre, ça va, il n'y a aucun problème, donc tu achètes. C'est que les règles de UEFA qu'il faut prendre en compte, mais en Espagne, c'est déterminer combien tu peux dépenser, c'est quoi tes recettes, et tu peux dépenser tant pour un transfert, tant pour les infrastructures, tant pour ci, tant pour ça, donc les mains sont pas libres. Hein. Ça sert à rien d'être milliardaire en fait et de racheter un club de foot si on achète en Espagne. Si tu travailles bien, mais si tu travailles bien, hein, l'exemple de Villarreal, c'est une famille très très riche, c'est une famille très connue en Espagne, mais bon, ils doivent faire avec le budget qu'ils ont, donc ils ne peuvent pas faire. Donc d'où bien sûr les gros clubs ont l'avantage et c'est difficile à les rattraper. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, il y a de gros propriétaires terriens et de milliardaires qui préfèrent aller racheter un club, comme l'a fait par exemple Kirill Louis-Dreyfus du côté de Sunderland, en 3e division. Et ils le font monter. Et après, derrière, forcément, s'ils montent en Première Ligue, ils touchent le jackpot de la Première Ligue, ça fait 180 millions d'euros de bonus. Donc, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et derrière, il y a moins ce problème-là de fair play financier. L'excitation, aujourd'hui, elle vient de faire monter l'équipe pour créer un peu ce que chaque amateur de jeux vidéo, on va pas les citer aujourd'hui, mais on les connaît tous, a comme sensation quand il fait monter son équipe. C'est un peu ça aussi le plaisir, quoi. Ouais, bien sûr. C'est bon. Et on a vu même en Ligue 1 avec Strasbourg, Sunderland. Bon, il y a d'autres exemples aussi. Donc, mais oui, après, c'est plus long terme. Et il faut se battre contre l'excitation, la volonté d'aller trop vite, dépenser l'argent trop vite, parce que si tu ne le dépenses pas dans une bonne façon, après tu te retrouves avec des gros problèmes. Vous l'avez compris aujourd'hui, hein, c'est le mot du jour, ne pas se précipiter. Pas de précipitation, on va dire. C'est le plus important. Et garder la tête froide. Voilà, c'est ça. Garder la tête froide, parce que la pression, elle est énorme. Dans ce genre de transfert, même le transfert de Georges qui s'est fait dernier jour du mercato, la pression elle est énorme. Et sur le joueur d'ailleurs, il était comment le joueur quand tu as parlé avec lui au moment où il doit faire le choix? Il a décidé comment? Raconte-moi un peu. Bon,
Au début, il voulait vraiment rester à Lyon. Après, il a vu le contexte que je pense qu'il y avait une discussion, à mon avis aussi, avec le club. Donc il a compris que après il est parti pour le championnat qu'il adore depuis les enfants, depuis les petits, et aussi pour la Ligue des Champions. Donc quand même ces deux facteurs ont joué un rôle important. Il y a un autre transfert très intéressant sur lequel je voulais revenir avec toi, parce que c'est un transfert qui a été un petit peu de quoi te donner des cheveux gris supplémentaires. Hein. C'était très compliqué. Ouais. On s'était d'ailleurs eu au téléphone l'été pendant le mercato pour s'en parler. C'est le dossier d'Hamza Igaman. Ouais. Parce qu'Hamza Igaman, en fait, Olivier Létang, il a mis du temps à dégainer. Il a mis du temps à sortir l'offre. Au final, l'offre qui est sortie, qui a été acceptée, elle est carrément en dessous de la clause libératoire qui était celle de Hamza du côté des Rangers. Mais c'était compliqué, en fait, tout simplement de sortir l'argent à ce moment-là parce que, tu le sais comme moi, Lille est un club qui vit sur les ventes et il devait sortir en fait des joueurs avant d'en faire rentrer. Encore une fois, c'est ce problème lié au fair play financier que tu exposais avec Villarreal qui s'est posé là aussi du côté de Lille, en fait. Comment tu as géré ce transfert? Comment tu as fait justement, je ne vais pas dire plier Lille, mais comment est-ce que les choses, entre guillemets, ont fait en sorte qu'on était dans un blocage dans ce dossier et ça s'est débloqué? Je pense que là, Sacha, j'ai les cheveux pas gris, mais plutôt blancs. Et ça, c'est le travail, c'est les deals, c'est les négociations, c'est ça. Donc, oui, c'est vrai que l'intérêt Lille se manifestait assez tôt dans le mercato. Mais à cette époque-là, ils ont parlé même les chiffres que moi je disais tout de suite. Je pensais qu'ils sont pas, c'est pas possible. Et l'agent qui bosse avec moi, Benjamin, il les a avertis que ces chiffres-là sont pas tenables. Donc Glasgow va jamais vendre au-dessus en dessous de la clause libératoire. Donc, Lille se retirait. Donc, on ne savait pas trop à ce moment-là s'ils vont revenir ou pas. Donc, parce que Olivier Létang, il faut dire, c'est un très bon négociateur. On l'appelle le serpent. Ouais, il est très dur dans les affaires, mais bon, il a raison. Hein, donc, c'était dur pour nous, c'était dur pour Hamza aussi, parce qu'il savait qu'il y a l'intérêt, mais rien ne bouge. Donc, et puis, les derniers jours, ça se décantait, ça se débloquait. Donc, à la fin, je pense, il a réussi de sortir Hamza en dessous de sa clause libératoire. Donc, réussite pour Lille. Tu lui as donné 2-3 conseils? Tu lui as dit à Olivier, tu lui as dit, écoute, voilà, c'est comme ça qu'il faut... Parce que le joueur était déjà convaincu depuis le début, il voulait y aller à Lille. Le joueur était convaincu. Il fallait que les deux clubs se mettent d'accord. Donc, et là, il y avait un vrai problème sur les chiffres. D'autant qu'il y a eu, on le sait, du côté des Rangers, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais un grand changement. Il y a eu un chambardement cet été du côté des Rangers. Niels Koppen, le directeur sportif, est parti. C'est un nouveau directeur sportif qui est arrivé. C'était un petit peu compliqué. Financièrement, c'est un club qui devait vendre aussi. Donc, à un moment donné, ils se sont retrouvés dans une situation, moi je le sais, pour un autre dossier, qui est un dossier lié à Nicolas Raskin, où le directeur en fait, sportif des Rangers appelait, passait des coups de fil aux dirigeants en disant « Vous en êtes où ? Est-ce que vous savez le vendre ?» machin. Et en fait, voilà, l'offre n'est jamais arrivée parce qu'il voulait absolument le vendre. Et je pense qu'Olivier Létang, il a joué de ça. Oui, bien sûr. Ben, lui, il est un très bon négociateur, je dois avouer. Donc, il est très fort dans les négociations. Donc, et la preuve, Lille se porte très, très bien dans les transferts. Donc, vraiment, un résultat assez exceptionnel. Tu lui as donné 2-3 conseils ou quoi? Pour qu'il vende aussi bien? Je pense que le papa des ventes, c'est toi, on l'a dit, 1,4 milliard quand même. Ouais, le papa, peut-être oui, mais après, je pense il sait quoi faire. Donc, parce que moi, je voulais que ça se finisse plus tôt possible, donc plus vite possible. Donc, on n'a pas eu le même intérêt. Donc, l'intérêt de l'agence de placer 2 joueurs, parce que bien évidemment, c'est du stress
pour l'argent, mais surtout pour les joueurs. Donc, c'est un grand stress. Donc, et après, on ne sait jamais s'ils ont un choix numéro 2 ou pas, et quel est le choix numéro 2. Apparemment, il y avait un choix d'un joueur libre, mais plus expérimenté, mais avec moins de possibilités de la revente. Donc, mais après, je sais pas. Ça aussi, c'est la grande différence entre ton rôle d'agent et ton rôle de dirigeant. Quand tu étais dirigeant, tu étais du côté d'Olivier Létang. Tu attendais, tu jouais justement avec ce sang-froid dont tu me parlais tout à l'heure, le côté snake, un peu je vais attendre pour vous mettre la bonne offre au bon moment pour en retirer le meilleur prix. Maintenant, tu es de l'autre côté. Tu pousses pour que ton joueur signe dans le club et donc du coup, forcément, il y a des choses qui t'échappent. C'est pas un peu frustrant de ne pas avoir le contrôle sur tout? Parce que quand on est dirigeant, on peut quasiment tout contrôler. Ici, c'est quand même, t'es quand même un peu voué au hasard, Vadim. Tout contrôler, non. Donc, tu peux jamais tout contrôler, Sacha. Donc, plus de contrôle, oui. Mais tout contrôler, non, ça arrive jamais. Parce que tu sais pas si l'autre club vraiment est sur ton joueur ou pas. Donc, l'agent fait partir des rumeurs par les journalistes, par exemple. Donc, qu'un autre club est sur... Et sur ce joueur-là, où le joueur ne veut pas partir, ou je ne sais pas, il est content, donc ça ne se passe rien. Donc il y a toujours des situations qui ne sont pas lisibles et qui sont pas transparentes. Mais c'est vrai que oui, c'est frustrant, mais à un moment donné, c'est toujours les négos, donc il ne fallait pas trop montrer l'intérêt non plus. Donc à un moment donné, l'agence a reculé donc aussi. Donc, parce qu'il ne faut pas trop pousser non plus. Hein, donc, si tu veux arriver au but. Ouais. Je vais te mettre dans la sauce dans quelques instants. Mais juste avant ça, je te pose une petite question concernant ce que tu as évoqué, le journalisme aujourd'hui. Ouais. Quel regard tu portes sur cette évolution de plus en plus importante de ce qu'on peut appeler des influenceurs football? J'en suis un, c'est-à-dire donner des gens qui donnent des informations mercato, la façon dont l'information liée au transfert aussi évolue, etc. Le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui le journaliste en 2025, avec notamment des gens qui peuvent critiquer à gauche, à droite, la façon dont, d'une manière générale, les médias du football sont en train d'évoluer. Quel regard tu portes sur ça par rapport à ton époque de Monaco jusqu'à maintenant? Bien sûr, l'évolution dans le sens où, avec les réseaux sociaux et l'information qui sort tout de suite, chaque journaliste est en quête de sortir l'information le plus vite possible. Donc, et certains ne vérifient pas l'information. Après, il y a des piliers comme Fabrizio Romano ou toi ici en Belgique, donc qui sont vraiment costauds. Mais après aussi, il y a un phénomène aussi que certains journalistes profitent, mais ces gains financiers sont liés au nombre de followers et sur les réseaux sociaux. Et ça veut dire quoi? Plus tu sors une formation qui fait, je sais pas, qui fait chavirer les gens, donc plus tu as des followers et tout ça, ça veut dire que certains forcément sont pas trop intéressés de vérifier les sources et l'information, parce que si tu vérifies, tu peux bien peut-être savoir que l'information elle est fausse, ou bon, il y a d'autres commentaires, c'est pas si intéressant, donc il faut sortir. Et donc forcément il y a ce phénomène-là qui, je trouve, ne va pas dans le bon sens, mais après avec la technologie et les changements, comment les gens sont payés avec les followers et tout ça, c'est l'effet, hein, c'est comme ça. Donc. Chose promise, chose due. Vadim, on va te mettre dans la sauce tout de suite. Et oui, on te met dans la sauce avec une question de la communauté. Je me suis retrouvé sur Twitter et j'ai posé la question en disant, ben voilà, quelle question poseriez-vous à Vadim Vassiliev? Ils ne savent pas que tu as été un invité dans l'émission, ils ne savent rien pour le moment. Donc du coup, forcément, il y a eu toute une série de questions qui ont déroulé, dont une, dans ton époque, forcément liée à l'AS Monaco. Et c'est certainement un dirigeant de l'AS... enfin, plutôt un supporter qui a aimé ton époque dirigeant de l'AS Monaco qui pose cette question. Et donc, il demande, Monsieur Vassiliev était à la tête du sportif à l'AS Monaco lors des plus grosses ventes du club. Et des rumeurs disaient qu'il touchait 10% des sommes reçues, 10% des sommes de transfert. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Sacha, oui, 10% sur les profits, mais 10% j'ai participé dans les pertes aussi. Donc le cas de Lassine Traoré, donc on a acheté à 15 millions, c'était une perte totale. Et il y avait d'autres aussi. D'accord, ok, ben voilà, merci d'avoir répondu avec une très très grande honnêteté, ça me fait plaisir. La question venait de GLM Who, voilà, comme ça au moins on aura cité son nom. Merci beaucoup. Vadim, c'est la fin de cet entretien. Tu as été en off, tu as été le premier invité. Merci infiniment d'avoir été ici. On espère que tu as passé un bon moment et surtout que les gens, que vous ayez mieux compris un petit peu le rôle d'un dirigeant. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités et encore de nouvelles surprises. À très vite. Merci Vadim. Merci Sacha. Ciao, ciao. Part two, we don't need no pause. Misty, we gon' get tipsy, don't need a power shot.